quotidien Le Figaro l'a déclaré, l'avocat préféré des Gilets jaunes. Lui, il se présente comme le porte-parole des Gilets jaunes de Rouen, mandaté par 200 Gilets jaunes normands. François Boulot, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, monsieur. François Boulot, on peut dire que votre vie d'avocat a basculé le 17 novembre quand vous vous êtes investi dans cette révolte des Gilets jaunes en rejoignant très précisément le rond-point de la Motte à Rouen. Alors pas celui des Vaches ou celui du Zénith, mais celui de la Motte à Rouen. Qu'est-ce qu'un avocat allait faire ce jour-là sur un rond-point ? Moi, dans le cadre de mon engagement et de la réflexion politique que j'avais depuis quelques années, qui m'avait permis de sortir du coma politique et de ce qu'on appelle classiquement l'idéologie néolibérale, j'avais compris très vite que Macron serait un désastre pour le pays. J'avais pronostiqué que Macron élu, 6 mois plus tard, la France serait dans la rue. Je me suis in fine trompé d'1 an. Mais quand le mouvement a commencé, j'ai tout de suite compris que la colère allait très largement dépasser la taxe sur le carburant. Et j'ai eu l'intuition que la contestation dépasserait le seul samedi du 17 novembre 2018. Si bien que ce jour-là, curieux, comme beaucoup, parce que j'avais vu les gilets jaunes qui étaient sur les tableaux de bord en très grand nombre sur les voitures. Je me suis rendu effectivement sur des points de blocage à proximité de mon domicile et j'ai discuté un peu avec les gilets jaunes. Et j'ai effectivement eu la confirmation de ce que le couvercle venait de sauter et que les gens étaient déterminés, avaient pris conscience de leur puissance collective et ils n'étaient pas prêts de rentrer chez eux. Et donc c'est comme cela que dès le lendemain, je suis allé effectivement sur le rond-point de la Motte et que j'ai soutenu le mouvement. Et puis par la suite, effectivement, ensuite j'ai découvert le rond-point des Vaches et puis le rond-point du Zénith. Au départ, vous dites que vous êtes accueilli, mais un peu fraîchement finalement. C'est ce que vous êtes issu d'une classe avocat, on considère une classe supérieure, alors que ce mouvement-là, au départ, il est vraiment un mouvement populaire, des classes populaires et moyennes. Alors, c'est vrai qu'au départ, sur le rond-point de la Motte, ils me prenaient soit pour un journaliste, soit pour un membre des renseignements généraux. Bon, très vite, après avoir parlé avec moi, je leur avais expliqué en fait quelle était ma démarche au tout début. J'ai essayé de créer une convergence entre les Gilets jaunes et le barreau de Rouen. J'avais réussi à entraîner le barreau 6 mois plus tôt dans la manifestation contre la réforme des cheminots. Déjà à l'époque parce que nous luttions contre la réforme de la justice. Et donc j'étais dans le même état d'esprit. Bon, j'ai lamentablement échoué auprès de mon barreau. On était 70 à voter. Il y a eu 4 pour, dont le mien. Et bon, j'en ai pris acte. Et puis j'ai continué mon engagement citoyen au sein du mouvement qui, tout de suite, je l'ai vu, regroupait à la fois des gens modestes qui effectivement expliquaient qu'ils sont dans la misère, que soit ils n'ont pas de travail, soit ils n'arrivent plus à vivre décemment de leur travail, que leur frigo est vide le 15 du mois et qu'ils ne s'en sortent plus, mais également toute la classe moyenne prise au sens large, qui supporte sur le poids de ses épaules tout l'impôt, et qui constate qu'en contrepartie, tous les services publics sont en train de s'effondrer. Donc, si vous voulez, la question qui est souvent amenée dans les médias, c'est il y a trop d'impôts en France. Mais la question n'est pas là. La question est celle de savoir qui paye trop d'impôts et qui n'en paye pas assez. Et de deux choses une, soit nous payons, nous, la classe moyenne, moins d'impôts et alors nous avons moins de services publics, mais nous ne pouvons pas payer plus d'impôts pour toujours moins de services publics. Ça n'est pas possible. Alors, de votre passé, on connaît finalement peu de choses, et c'est bien normal, parce que vous avez explosé médiatiquement depuis 3 mois. Alors, j'ai gagné ici ou là que vous êtes un jeune marié, vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord avec mes affirmations, que vous avez 32 ans, que vous êtes avocat depuis 7 ans, donc vous êtes un jeune avocat. Rouennais, on apprend que vous êtes aussi intéressé par la politique. Que vous citez De Gaulle à tout bout de champ. Là, ça c'est systématique. Il n'y a pas un entretien sans que, hop, il y ait De Gaulle. Vous avez voté Sarkozy en 2007, mais vous dites quand même que vous avez beaucoup d'amis qui ont voté Macron, mais beaucoup d'amis, et c'est un peu votre en même temps. Est-ce que vous faites de la politique et vous venez d'où ? Vous êtes un objet politique non identifié ? Oui, je pense en l'état, parce qu'effectivement, j'ai jamais eu d'engagement politique, ni syndical, j'ai même jamais été délégué de classe. Donc, vous voyez, j'avais jamais eu aucun engagement militant. Je parle de Gaulle parce que, effectivement, c'est ma tradition familiale, que mon père est un grand admirateur du général de Gaulle et qui m'a transmis, effectivement, la connaissance de ce qu'a accompli cet homme, qui est certainement, à mon sens, l'un des plus grands hommes du XXe siècle. Ensuite, quel était mon parcours politique ? En réalité, j'étais sous l'emprise de l'idéologie néolibérale, dont je n'avais pas conscience. C'est dans ce cadre-là que j'ai effectivement voté Nicolas Sarkozy en 2007. Et
dans les années qui ont suivi, j'ai commencé à douter, à être un petit peu confus, et je me suis retrouvé in fine face à une impasse, en réalité, rationnelle. C'est-à-dire que d'un côté, on nous expliquait qu'il y avait la dette publique et le déficit. Très bien. Bon, a priori, vous voyez, le raisonnement immédiat, c'est de vous dire que il faut aller chercher l'argent là où il y en a. Bon, les pauvres, a priori, n'en ont pas beaucoup. Donc, il faut plutôt aller chercher chez les très, très riches, ceux qui en ont trop. Et on vous dit, oulala, malheureux, vous ne pouvez pas, parce que si vous tentez de les imposer comme les autres, ils partent et l'économie s'effondre. Et donc, j'étais face à cette impasse et j'ai commencé donc à étudier le budget de l'État, etc. J'ai dérivé sur la création monétaire et puis j'ai découvert des intellectuels comme Emmanuel Todd, Frédéric Lordon, Jacques Sapir. Et c'est de cette manière que je me suis formé, disons de manière autodidacte, et que j'ai formé ma réflexion intellectuelle aujourd'hui sur le plan politique. Vous voterez au mois de mai ? Je ne sais absolument pas ce que je vais faire au mois de mai. Là, c'est l'inconnu absolu. Ce qui est certain, c'est que en l'état... C'est la liste Gilets jaunes ? Alors non, ça c'est sûr qu'il n'y aura pas en tout cas, le mouvement est opposé quasi unanimement à une liste Gilets jaunes ou à ce que des Gilets jaunes intègrent des partis politiques pour les listes aux européennes, pour une raison très simple, c'est que le mouvement entend obtenir des avancées immédiatement, là, parce qu'il y a une urgence aujourd'hui à laquelle il faut répondre, et que nous savons fort bien que le Parlement européen n'a aucun pouvoir et donc ne pourra pas répondre à l'objectif qui est celui du mouvement. Et puis par ailleurs, ce sera à mon avis stratégiquement une grave erreur, parce que nous savons fort bien qu'une liste Gilets jaunes viendrait affaiblir les partis d'opposition et donc mécaniquement renforcer le parti de la majorité. Et évidemment, nous savons que le gouvernement se jetterait sur ce résultat électoral en affirmant qu'il est sorti premier des urnes et que par conséquent, ce vote relégitimerait l'ensemble de sa politique. Donc, comme le mouvement vise précisément à contester la politique du pouvoir exécutif, une manœuvre qui viendrait le renforcer me semble tout à fait inopportune. Vous n'êtes pas très sympa avec ceux qui vous soutiennent depuis le départ, que ce soit M. Mélenchon, Mme Le Pen, M. Dupont-Aignan, M. Asselineau et quelques autres. Pourquoi je ne suis pas très agréable ? Vous n'avez pas à voter pour l'un d'entre eux. Pourtant, ils seront candidats aux européennes et porteront sûrement une partie de vos revendications. Bien sûr, mais depuis le début, nous disons que le mouvement est apartisan. Et c'est très important parce que c'est ce qui a permis de fédérer très largement le peuple français en soutien au mouvement. Depuis le début, depuis 4 mois. Et malgré le traitement médiatique qui a pu être fait du mouvement, le soutien n'a jamais baissé. C'est 75% sur la légitimité des revendications. Certes, lorsque la question englobe les formes d'action, à cause des violences, effectivement, et des manifestations qui ont lieu depuis 4 mois, le soutien s'effrite. Mais si la question posée concerne seulement la légitimité du mouvement et ses revendications, le soutien n'a jamais baissé. Et cela parce qu'il est transpartisan, il dépasse les clivages politiques. C'est la raison pour laquelle, en l'état, il est évident que pour mener le combat des idées, nous tenons absolument à rester apartisans pour fédérer le plus largement possible le peuple dans son ensemble. Bon, apartisans, mais pas en dehors du système. Hein. Vous êtes sur tous les plateaux de télévision mainstream. Vous avez même pris un conseiller en communication, me dit-on. Alors, si je participe aux médias mainstream, c'est simplement pour essayer de toucher l'opinion publique, parce que beaucoup de gens s'informent encore par la télévision et que donc j'essaye de mener le combat des idées sur ce plateau. Alors, s'agissant du conseiller en communication... ça fait bien, ça fait comme les grands politiques finalement. Oui, bien sûr. Non, mais en réalité, ça se passe pas du tout comme ça. Il s'appelle Sébastien Lelièvre et c'est en fait en réalité un gilet jaune de Caen qui est mobilisé dans le mouvement depuis le 17 novembre 2018 et nous nous sommes rencontrés dans le cadre d'une réunion qui avait été organisée à l'initiative d'Hervé Morin, le président de la région Normandie, qui a reçu une délégation de l'ensemble des Gilets jaunes de la région. Donc nous étions une quarantaine de Gilets jaunes. Et cette réunion a permis que nous échangions tous nos contacts. Et donc nous sommes chacun restés en contact par la suite. Et notamment avec Sébastien Lelièvre, nous échangions, puisque lui étant de Caen et moi de Rouen, c'est-à-dire les 2 grandes villes de la région, nous échangions respectivement sur l'actualité du mouvement. Ne dites pas qu'il est avocat. Pas du tout, non. Il n'est pas avocat. En fait, il est attaché de presse, lui, dans la culture, dans la vie, en dehors du mouvement. Et donc, quand j'ai commencé à être invité dans les médias, comme moi, je n'y connaissais rien, j'ai demandé de m'accompagner. Et puis, par la suite, ça a été un peu le tourbillon médiatique. Et donc, il a proposé de m'aider. Donc, aujourd'hui, il m'assiste. Et heureusement qu'il est là, parce que sinon, il est évident que je ne m'en sortirais pas. Alors, je repasse aux choses très sérieuses. Vous avez beaucoup dénoncé, à juste titre, les violences du gouvernement pour étouffer ce mouvement des Gilets jaunes. Vous parlez, à juste titre, une nouvelle fois de violence policière. Mais le président de la République vous a presque répondu d'ailleurs directement en disant les mots répression ou violence policière sont inacceptables dans un état de droit. Est-ce qu'on peut parler réellement, vous êtes avocat, d'un état de droit ? C'est toute la difficulté aujourd'hui qui peut se poser. Je crois que le président de la République est dans le déni.
Charles Péguy disait il faut toujours dire ce que l'on voit, mais surtout, et c'est plus difficile, il faut toujours voir ce que l'on voit. Et donc ce qui est inacceptable, ce n'est pas de parler de répression policière, c'est la répression policière qui existe aujourd'hui dans notre pays. C'est ça qui est inacceptable. Quand vous avez plus de 2000 blessés parmi les manifestants, dont plus d'une centaine ont été mutilés ou éborgnés. Quand vous avez au-delà une répression judiciaire avec des consignes illégales qui sont données par le parquet de Paris, et cela a été confirmé à la fois par le Canard enchaîné, mais également très récemment par Mediapart, qui indique que les consignes sont données par le parquet de Paris pour que les officiers de police judiciaire mettent systématiquement en garde à vue tous les interpellés et maintiennent les gardes à vue en cours quand bien même le dossier serait totalement vide. Ce sont évidemment des mesures de privation de liberté qui sont tout à fait illégales. Et cet ensemble de répression policière et judiciaire a conduit in fine à alerter l'ensemble des organisations internationales, le Conseil de l'Europe, désormais l'ONU qui s'est saisie de la question et nous assistons à des réactions tout à fait sidérantes de certains éditorialistes qui viennent à penser que l'ONU aurait été instrumentalisée par le Venezuela et je ne sais quel parti politique d'opposition. Et tout cela est absolument invraisemblable. Ces organisations internationales sont évidemment sérieuses, on ne peut pas contester leur légitimité. Et oui, aujourd'hui, il y a un sérieux problème qui se pose dans notre pays. Il y a une dérive autoritaire extrêmement claire. La loi anti-casseurs qui a récemment été adoptée en est évidemment une nouvelle preuve, avec la possibilité qui est donnée à une autorité administrative, c'est-à-dire le préfet, dépendant directement du président de la République, de pouvoir interdire préventivement à tel ou tel manifestant d'aller manifester. C'est-à-dire que c'est une mesure d'interdiction qui porte atteinte directement à une liberté fondamentale, qui va se faire hors le cadre d'un procès, sous la conduite d'un magistrat indépendant, où les droits de la défense sont respectés. Là, c'est une personne dans son bureau qui va interdire préventivement à telle ou telle personne sans qu'il n'y ait de débat contradictoire. C'est tout à fait liberticide. Le président de la République a présenté cette loi anti-casseurs au Conseil constitutionnel. Oui, alors j'ai, comment dirais-je, que peu de confiance dans le Conseil constitutionnel qui s'est transformé depuis quelques années en une instance politique et en réalité on peut faire dire tout et n'importe quoi aujourd'hui à la Constitution. Il y a d'ailleurs eu une sorte de coup d'état juridique qui avait été fait par le Conseil constitutionnel quand il s'est autoproclamé comme le garant effectivement de la constitutionnalité des lois. Et quand on assiste à la nomination d'Alain Juppé au Conseil constitutionnel, on peut effectivement s'interroger sur la suite qui sera donnée à la loi anti-casseurs. François Boulot, vous êtes vent debout dans tous les entretiens et les interviews contre le débat national. Vous dénoncez un simulacre de consultation, une plaisanterie. Force est de constater que le débat, il a trouvé son public. On dit un Français sur 5 a participé de près ou de loin à ce débat national. Est-ce que vous ne regrettez pas finalement de ne pas avoir participé à ce grand débat, de ne pas avoir porté vos revendications comme vous le faites sur les chaînes de télévision, au sein des assemblées qui se sont créées dans les villes, dans les départements, dans les régions ? Non, pas du tout, je l'ai dit et je le réaffirme, ce grand débat national est un enfumage. Un Français sur 5 y a participé, mais c'est une blague. Le président de la République a été présent sur l'ensemble des chaînes d'information en continu pendant 6 ou 7 heures, relayé complaisamment avec des commentaires d'éditorialistes qui nous expliquaient combien le président de la République était courageux et fort. Bon, moi j'ai proposé que peut-être l'étape d'après, ce soit qu'on installe des haut-parleurs dans toutes les rues du pays et puis qu'on se fasse chanter la divine parole du président de la République. Non, je crois que un Français sur 5, et on sait qui sont c'est un Français sur 5. Ce sont les retraités et les classes moyennes supérieures, c'est-à-dire l'électorat de Macron. C'est-à-dire que d'emblée, les Français aussi. Bien sûr, mais le grand débat national avait été a priori organisé pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Or, nous constatons que précisément, ce ne sont pas du tout les Gilets jaunes qui ont participé au grand débat national. Mais non, nous n'y sommes pas allés, et donc je viens sur le fond, parce que d'ores et déjà, avant le grand débat national, tous les éléments avaient été posés sur la table pour comprendre qu'aucune solution concrète ne serait apportée. Le président de la République avait indiqué dans sa lettre aux Français qu'il ne remettrait pas en cause les dispositifs fiscaux qu'il a fait adopter au début du quinquennat au bénéfice des 1 ou 0,1% les plus riches, c'est-à-dire la réforme de l'ISF, la flat tax, l'exit tax et le CICE. Il avait par ailleurs indiqué que, quoi qu'il arrive, il fallait baisser la dépense publique. Or, nous savons dans sa bouche que cela va concerner, encore une fois, nos services publics essentiels, c'est-à-dire la santé, l'éducation, la police et la justice, alors que ces services sont déjà à l'os. Et puis enfin, il avait écarté aussi d'emblée la possibilité d'introduire le référendum d'initiative citoyenne. Donc, quand vous organisez un grand débat pour soi-disant écouter toutes les paroles des citoyens, mais que vous écartez
toutes les revendications d'un mouvement populaire qui rassemble une très large majorité de Français depuis maintenant 4 mois et qui a créé une crise politique, il est évident que ce grand débat national n'est en réalité qu'une opération de communication où le président de la République a essayé de gagner du temps, d'anesthésier l'opinion publique et où cela lui a finalement permis de battre campagne pour les élections européennes. Et ça, nous pouvons l'affirmer puisque désormais, nous savons que le temps de parole qui lui a été consacré sera décompté dans le cadre des élections européennes pour la partie de la majorité. Est-ce que ce débat, on ne connaît pas les conclusions au moment où nous sommes en train d'enregistrer cet entretien, est-ce que vous considérez que c'était un moyen pour Emmanuel Macron de sauver son quinquennat, ou est-ce que c'est une volonté plus forte de déposséder le peuple de son pouvoir de décision? Mais je crois qu'en réalité, depuis le début, Emmanuel Macron n'a aucune intention d'écouter le peuple. Il est sûr de son fait, sûr de lui-même, il croit tout savoir et en fait, il agit pour le bien du peuple dans son esprit et il n'entend écouter rien ni personne. Donc nous le savons et aujourd'hui le gouvernement et le président de la République sont bien embêtés, ils ne savent plus en fait comment se dépêtrer de ce grand débat national. Nous avons d'ailleurs eu dernièrement un sondage qui montre pour ce qui concerne les conférences qui doivent donner lieu de conclusion au grand débat national où les gens sont tirés au sort, 9 Français sur 10 ne veulent pas participer à la fin de ce grand débat parce que tout le monde a compris que rien n'en sortira. Donc, mais il y a des choses qui sont importantes. Par exemple, votre leitmotiv, c'est de dénoncer le 1% des Français les plus riches, les plus aisés, qui s'enrichissent sur le dos des 99 autres % de Français. La majorité parlementaire, je le vois, les ministres, ils multiplient les idées pour taxer les riches, pour taxer les classes supérieures. Tous les jours, il y a une idée nouvelle, donc vous devriez être satisfait ou Alors, moi, je veux être très clair. Il ne s'agit pas de taxer plus les classes moyennes supérieures. Et on va dire des chiffres, pour que ce soit très clair. Moi, les gens qui gagnent 5, 10, 15 000 euros par mois, ça n'est pas un problème. Et pour l'ensemble des Gilets jaunes, ça n'est pas un problème. Chacun sait que ces gens travaillent 50 ou 60 heures par semaine et créent des emplois, etc. Eux sont les vraies élites de la nation qui permettent de faire fonctionner l'économie. Le problème, ce sont les gens qui gagnent 100 000 euros, 1 million d'euros, 10 millions d'euros par mois. Là, ça pose un véritable problème parce que pour certains, ce sont des héritiers, donc ils touchent une rente en réalité et ils n'ont donc aucun mérite dans la rémunération qu'ils perçoivent aujourd'hui. Et puis, c'est un héritage. Vous ne remettez pas en cause le fait qu'on puisse hériter. Non, mais qu'on arrête de nous expliquer que ces gens-là gagnent ces sommes d'argent parce qu'ils le méritent. Ça n'est pas le sujet. Et puis ensuite, la question est celle de savoir, est-ce que ça sert le bien commun? Est-ce que ça sert l'intérêt collectif? Parce que c'est ça qui nous est vendu. Ce qui nous est expliqué en permanence, c'est que via la théorie du ruissellement, où le président de la République nous explique plutôt que c'est les premiers de cordée. Bon, simplement, ces premiers de cordée ont coupé la corde depuis trop longtemps. Et que font-ils de leur argent? Quand vous gagnez des sommes aussi colossales, il n'y a, compte tenu de la valeur matérielle aujourd'hui qui existe dans la société, une fois que vous avez acheté un yacht, 5 villas, et 3 bateaux et un jet privé, vous avez fait le tour de la question. Si bien que votre argent, vous n'avez pas le choix, ce que vous faites, c'est que pour ces gens-là, ils le placent dans la sphère financière. Et le problème, c'est que la sphère financière ne sert, pour 97% des transactions qui y sont opérées, qu'à la spéculation. Ça ne finance absolument pas l'économie et les entreprises. Voilà la difficulté. Donc toute la fiscalité aujourd'hui, contrairement à ce qui est pratiqué par le pouvoir exécutif, devrait être repensée pour rediriger toutes les sommes, justement, qui stagnent dans la spéculation financière. Il faudrait donc la rediriger vers l'économie réelle. Et donc les exonérations doivent être conditionnées au fait que ça se redirige effectivement dans le financement des entreprises. L'idée force, c'est la peine plancher pour les fraudeurs fiscaux, par exemple. Oui, alors ce serait par exemple de rétablir l'ISF, mais d'exonérer à 100% toutes les sommes qui s'investissent dans le capital des PME. Ce serait de réserver le CICE uniquement aux PME, parce que le CAC 40 n'en a pas besoin. Et ce serait effectivement de tenter enfin de lutter contre l'évasion fiscale, qui s'élève à 100 milliards par an environ. On a aussi entre 80 et 120 milliards aujourd'hui, selon les chiffres. Et pour lutter contre cela, il peut y avoir effectivement donc les peines planchées de prison pour les fraudeurs fiscaux, pour que les gens qui commettent des infractions dans le paiement de l'impôt sachent qu'effectivement, à la fin, si ils sont pris la main dans le sac, ils iront en prison parce qu'aujourd'hui, ils agissent en toute impunité. Mais il y a également une autre idée qui consiste à baser l'impôt désormais non plus selon le principe de territorialité, mais selon l'impôt sur la nationalité. C'est pratiqué aux États-Unis et de cette manière-là, ça permet de faire en sorte que ces gens-là arrêtent de faire du chantage et qu'ils nous expliquent qu'ils vont quitter le pays si on les impose dans des proportions qu'ils estiment exorbitantes. François Boulot, je regardais toujours toutes vos interventions, vos
propositions économiques, elles sont nombreuses et fondées et argumentées, il faut le dire. ICF avec exonération pour les PME, le CICE réservé aux PME, suppression de la TVA pour les besoins de première nécessité, en faisant en sorte que ça n'aille pas ni aux distributeurs ni aux fabricants. Mais je m'aperçois quand même que votre vision, elle est une vision qui s'adresse aux victimes économiques de la globalisation. Qu'on vient de panier, bien évidemment. Mais je trouve que c'est un caractère un peu hémiplégique dans votre pensée qui est quand même très argumentée, parce qu'il n'y a aucun regard, aucun propos d'ailleurs pour les victimes culturelle de la globalisation, c'est-à-dire qu'il y a une France qui est déclassée, on dit une France qui est délaissée de la nation, où se sont délités les liens essentiels, qui étaient ceux de la patrie, de la famille, par exemple. Cela, il n'y a rien là-dessus. Il n'y a pas un seul mot là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui n'entre pas dans votre schéma de réflexion, ou est-ce que vous pensez que cette démarche des Gilets jaunes, c'est pas ça aussi? Mais moi, je suis dans mon rôle de porte-parole. Et donc j'exprime quelles sont les revendications du mouvement. Et moi, sur le rond-point, je n'ai entendu parler que de justice fiscale et sociale. Je n'ai pas entendu parler notamment d'immigration. Mais en revanche... Ça tombe bien, parce que Macron n'en entend pas parler non plus dans le débat national. Pourtant, tout le monde en parle, mais lui ne veut pas en entendre parler. Et ce qui est marrant, c'est que sur ce thème de l'immigration, vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron. Vous ne les entendez pas. Vous n'entendez pas les Gilets jaunes parler de l'immigration. Lui n'entend pas les Français parler de l'immigration, mais on sait pertinemment que dans le débat national, cette question de l'immigration ou de l'intégration, on va dire plus légèrement, c'est une question qui se pose. Donc là, vous avez un point commun avec Emmanuel Macron. Vous ne le voyez pas. Ça n'existe pas d'ailleurs. On n'a pas un point commun puisque nous ne sommes pas dans le même rôle. Lui est président de la République, il doit donc traiter l'ensemble des problématiques posées par le peuple français. Moi, je suis porte-parole du mouvement des Gilets jaunes et j'ai pour mission de relayer le message qui est porté par le mouvement. Et aujourd'hui, le message qui est relayé consiste à dire, il faut lutter contre l'injustice fiscale et sociale, obtenir une répartition des richesses qui soit désormais équitable. Et puis 2, c'est la volonté du peuple que désormais il puisse intervenir directement dans la démocratie. Voilà les revendications qui sont portées. Et donc, je n'ai effectivement pas entendu parler de la problématique d'immigration. Après, j'ai des convictions personnelles sur le sujet, mais je dépasserai là mon rôle de porte-parole. Alors, je suis retourné au rond-point de la Motte. Rouen a une forte immigration, comme toutes les villes françaises, ni plus ni moins. Est-ce que, sur ce rond-point de la Motte, il y avait beaucoup de jeunes issus de l'immigration, de jeunes ou de personnes immigrées qui comprenaient cette revendication sociale qu'ils doivent partager, bien évidemment. Moins de taxes, ils en paient aussi, donc ils en partageaient. Est-ce que vous avez eu le sentiment que vous étiez compris aussi de ces banlieues? Oui, bien sûr. Alors après, il faut le dire, les banlieues ne sont pas très présentes depuis le début du mouvement. Il y avait quelques personnes, a priori d'origine immigrée, sur les ronds-points, mais qui partageaient effectivement ces revendications sociales, le fait d'avoir un travail, de pouvoir vivre dignement de leur salaire. Mais je crois qu'en fait, la force du mouvement est justement d'avoir fédéré, donc au-delà des clivages partisans, et de se fédérer sur un socle commun de revendications. Et nous savons fort bien que l'immigration est plutôt quelque chose de clivant, en particulier, parce que les médias traditionnel traite ces questions toujours de la même manière, c'est-à-dire sans nuance et de manière binaire, on est pour ou contre, il n'y a jamais d'entre-deux. Et donc je pense que pour conserver la force du mouvement, c'est de continuer à se fédérer sur ce qui fait consensus et nous verrons les autres sujets après. Retrouvons notre souveraineté, sortons des traités européens parce que nous ne pouvons pas mener une autre politique économique tant que nous ne serons pas sortis du cadre de l'austérité consacré par les traités de l'Union européenne. Et une fois que nous aurons fait ça, alors nous aurons récupéré une souveraineté, nous pourrons décider d'une autre politique économique et nous pourrons alors, une fois que les frigos sont remplis, discuter de savoir comment nous traiterons la question notamment de l'immigration. D'accord, donc souveraineté avant identité, sans lien entre souveraineté et identité, si j'ai bien compris. Mais il y en a évidemment un, parce que la souveraineté permet d'avoir beaucoup plus de maîtrise sur les frontières, c'est une évidence, mais ce n'est pas un sujet aujourd'hui qui est débattu au sein du mouvement. Alors, autre sujet qui est débattu, je vais vous embêter là cette fois-ci de manière un petit peu plus cruelle et désagréable, c'est que la révolte des Gilets jaunes, vous me dites, elle est née des questions touchant au social et on va dire plus concrètement au pouvoir d'achat. On est d'accord là-dessus. Et aujourd'hui, alors vous les appelez à la grève mondiale pour le climat, pour la transition écologique. Vous allez dire, quand on voit l'état de l'environnement, ça serait une grève reconductible, on est d'accord. Est-ce que vous ne participez pas finalement quand même à une forme de détournement de l'objet de la révolte? On part pour moins de taxes et les voilà obligés, conseillés de se rendre à une grande manifestation pour le climat, comme dans les années 80, les mouvements communistes lançaient des grands mouvements pour la paix, où bien évidemment tout le monde était pour la paix et contre la guerre. Mais non, je crois que, si vous voulez, le mouvement dure depuis 4 mois. Vous avez eu un nombre donc, de blessés, on en a parlé, extrêmement important.
malgré une mobilisation quand même très forte et un soutien surtout très large de la population, le gouvernement n'entend rien. Si bien qu'aujourd'hui, les gens quand même à un moment donné s'épuisent et veulent trouver d'autres solutions. La seule solution, ça va être de massifier le rapport de force en ramenant le plus possible de personnes dans la rue pour gagner le rapport de force politique. Et c'est dans cette optique, sans aucunement renier les revendications que nous portons dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, qu'effectivement l'idée est d'essayer d'agréger d'autres forces derrière le mouvement. Si vous voulez, dans mon esprit, les Gilets jaunes constituent la pointe avancée du combat aujourd'hui. C'est eux qui ont créé et qui ont ouvert une brèche. Et désormais, il faut tenter d'agréger les autres forces de la société pour qu'elles viennent derrière le mouvement en appui pour massifier au maximum la mobilisation et in fine gagner le rapport de force politique. Est-ce qu'on peut coaliser des forces qui sont différentes d'une France souffrante et qui a une expression virile de cette souffrance à une France, disons, peut-être moins souffrante et peut-être un peu plus bisounours, toujours en simplifiant un peu les choses. En fait, je crois qu'on ne part pas du même point, mais nous arrivons au même endroit. C'est-à-dire que les écologistes partent effectivement plutôt, évidemment, de opérer la transition écologique, de sauver la planète, mais ils ont pris conscience, progressivement, qu'on ne pourrait pas faire cette transition sans qu'il y ait une instauration d'une répartition des richesses qui soit équitable. Et en fait, les Gilets jaunes, eux, partent totalement à l'opposé. C'est-à-dire qu'ils réclament en premier lieu qu'il y ait une justice fiscale et sociale, une répartition des richesses équitable, mais ils sont tout à fait prêts, une fois qu'on aura effectivement opéré cela, eh bien, à opérer la transition écologique, parce que la transition écologique, c'est l'intérêt général de tout un chacun, c'est l'intérêt général de l'humanité, et donc, effectivement, il faut essayer de préserver l'écosystème dans lequel nous vivons aujourd'hui. Vous avez dit souvent aussi qu'il y avait pour vous, mais aussi pour la France, un avant et un après 17 novembre. Les faits vous donneront certainement raison. La contestation inattendue s'est transformée en une puissante révolte. Vous dites que le mouvement ne baisse pas la tête, et c'est une grande surprise pour le pouvoir. Le mouvement continue d'être soutenu par une majorité de Français, c'est une grande surprise pour le pouvoir, mais pour l'instant, cette révolte ne s'est pas transformée en ce que vous aviez à l'esprit, c'est-à-dire une véritable révolution. Il n'y a pas cette révolution. Le grand soir, c'est pas tout de suite encore. C'est un peu normal, parce que le mouvement est parti le 17 novembre 2018. C'est pas tout à fait la meilleure période historiquement pour débuter un mouvement de contestation populaire. Il est évident que quand les beaux jours vont venir, et je crois que le gouvernement et le pouvoir exécutif commencent à s'inquiéter très sérieusement, parce que quand les beaux jours vont arriver, nous savons que là, c'est quand même le moment propice pour que les gens sortent effectivement dans la rue. Donc, il s'est passé effectivement, dès le 17 novembre 2018, une révolution dans les esprits. Les gens ont décidé de relever la tête, ils ont pris conscience que collectivement, ils étaient puissants et désormais, ils n'ont certainement pas l'intention de la baisser. Donc, il y a un avant, un après. Nous ne reviendrons pas à l'état antérieur et aujourd'hui, l'idée, comme je vous le disais, est de massifier désormais la mobilisation et de profiter de l'arrivée des beaux jours pour que l'ensemble des forces vivantes de ce pays, des énergies, viennent converger et que nous arrivions effectivement à gagner le rapport de force politique. Alors dans ce course de haie, il y a une haie qui est difficilement franchissable, même si on considère qu'elle c'est vulgaire, c'est l'argent. Vous avez dit que faute d'argent, vous personnellement, vous seriez ramené à retourner à votre métier d'avocat, du droit du travail. Et j'ai cru comprendre que la date limite, c'était mai prochain. Est-ce que ce n'est pas là aussi un handicap? Les Gilets jaunes sont des Français qui travaillent, sont des Français qui gagnent peu, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et donc, ce temps de 3 mois, de 6 mois, ce sont des temps qui, bien évidemment, sont très longs et très durs à supporter financièrement. Oui, bien sûr. Le gouvernement peut jouer là-dessus aussi. Il joue là-dessus, évidemment, il joue sur l'épuisement. Moi, je ne vais pas pleurer sur ma situation personnelle parce qu'il y a tant de gens qui sont bien plus en difficulté que moi. Vous avez une famille, vous avez l'obligation d'avoir de l'argent aussi. Oui, bien sûr, mais vous savez, nous sommes dans un moment absolument exceptionnel. Il y a une fenêtre qui s'est ouverte et je pense qu'il ne faudrait pas rater l'opportunité qui se présente à nous aujourd'hui. Donc, c'est évidemment des sacrifices, on en fait tous. Tous mes camarades Gilets jaunes depuis le début en ont fait. Vous en avez qui ont donné leur œil, vous en avez qui ont perdu leurs mains. Et pour eux, nous n'avons pas le droit de baisser la tête et d'abandonner le combat. Merci beaucoup François Boulot. On comprend que vous soyez l'avocat préféré des Gilets jaunes. Merci à vous. Merci monsieur.